de la magie, des dragons, de la réincarnation. On passe du passé au présent et en plus, on a le droit à des dialogues dignes d'un telenovelas. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, un des plus gros ramassis de n'importe quoi que j'ai jamais vu de ma vie. D-War, la guerre des dragons. Et ça commence maintenant. Mais en fait, le temps des dragons vient seulement de commencer. Comme c'est souvent l'habitude à Vendredi Nanar, le film commence par une narration. Une narration que je résumerai à ceci. Tous les 500 ans, il y a des dragons qui se pointent sur la Terre. Et moi, je réponds à ça, pourquoi pas? Parce que dans la vie, faut garder l'esprit ouvert, quoi. Sinon, pourquoi est-ce que je ferais ce que je fais? Transportons-nous maintenant à Los Angeles, où le FBI enquête sur un énorme cratère. Un journaliste pointe, il s'appelle Ethan et c'est le protagoniste principal de notre histoire. Sort sa caméra et commence à filmer une écaille de dragon. En plein Los Angeles! Ben ça me coupe les deux jambes. Faites attention parce que Ethan, c'est plus qu'un journaliste. Oui, on va l'apprendre dans un flashback. Je sais ce que vous vous dites, là. On n'a pas déjà eu une narration au début? Une narration, c'était pas assez. Non, parce que là, on commence par un flashback de Ethan Petit qui trouve une écaille de dragon dans une brocante qui appartient à Robert Forster. Robert Forster qui devait vachement avoir besoin de pognon en 2007. Je t'ai enfin trouvé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de voir? Apparemment, Ethan est un genre d'élu, mais je reviens là-dessus dans 2 secondes. On tombe ensuite sur un autre flashback encore plus lointain, il y a 500 ans, et là, ça dure 20 minutes. Je vais vous résumer ça du mieux que je peux, donc comme ceci. Ethan est la réincarnation de ce gars-là. Forster est la réincarnation de ce gars-là. Ce gars-là, c'est le méchant d'il y a 500 ans. Tout ce beau monde-là cherche Sarah. Sarah, elle a une genre de marque du dragon sur l'épaule, et Sarah, c'est elle. Peut-être que vous vous interrogez sur le fait que le film s'appelle Dragon et que je vous parle de réincarnation depuis 2 minutes. D-War, la guerre des dragons, c'est plus qu'un film de dragons, c'est aussi un film de réincarnation. Tu es Aram. Tu es précisément le guerrier que j'ai élevé. Avec des effets numériques assez bizarres, OK? Je trouve qu'ils prennent beaucoup de liberté avec le concept de dragon. Est-ce que j'ai compris tout ce qui s'est passé dans le passé? Non. Quand tu y penses 2 secondes, ce genre de film-là, le public cible, c'est les enfants. Est-ce que, selon moi, un enfant peut comprendre tout ce qui s'est dit et expliqué dans les dernières 20 minutes? Non. Sarah voit un truc à la télé et là, elle devient toute nerveuse. Proche de la folie, je dirais. Elle arrive chez eux, cette femme blanche-là, à Los Angeles, et décide qu'il y a seulement des symboles asiatiques qui peuvent la sauver. Ben quoi? Je crois qu'il n'y a que ces vieux dessins qui peuvent me protéger. Ensuite, question de se relaxer, Sarah, 19 ans, va aller prendre une bière avec sa copine dans un bar. On est à Los Angeles. Elle a 19 ans. La seule bière qu'elle va pouvoir prendre, c'est une bière d'épinette. En Californie, l'âge pour rentrer dans un bar, c'est 21 ans. Je sais que t'as envie de m'aider, mais je suis pas d'humeur. C'est rien, ça va. Mais cette scène-là ne sert pas à rien parce qu'en sortant du bar, il y a 3 mecs qui vont la faire chier. Et là, Robert Forster va se pointer et bien leur déchirer la gueule. Un joli jeu de câble. Sinon, au zoo, un dragon décide de casser la croûte en se chopant un petit éléphant qui traînait par là. Admettons que vous arrivez au travail, OK, et que le gars dans le cubicule à côté de vous, il y a un pendentif qui ressemble à ça. Ça vous prend combien de temps avant de lui dire que c'est pas l'Halloween? Guidé par le pendentif ou pas, on le saura jamais, Ethan finit par trouver Sarah à l'asile. Je suis là pour vous aider. Et le dragon finit par trouver l'asile. Ce qui nous offre une chasse-poursuite dans le parking de l'asile entre un dragon et une minivan. Vas-y, démarre! Et un peu plus loin sur l'autoroute, la minivan ne marche plus, donc il y a un combat contre le méchant. Un méchant qu'on développe absolument pas dans ce film-là. Non, c'est juste un mec en armure noire, quoi. Ça! Ils réussissent à se sauver du pont et donc à se sauver du méchant grâce au personnage de Robert Forster. Lui, comprenez-vous, il se métamorphose en qui il veut. Donc c'est vraiment que le personnage qui les sauve et pas Robert Forster.
Et Bruce, il est où? Et quand t'as un dragon au cul que t'as appris que tu devenais l'élu des dieux pour sauver la planète, pourquoi ne pas aller se balader à la plage? J'arrive pas à croire que tout ça est vrai. Et comme il n'y a pas assez de personnages dans ce film-là, on rajoute des agents du FBI et le secrétaire de la Défense, qui, eux, veulent tuer Sarah. J'ai bien peur que nous devions éliminer cette fille. Vous me comprenez? Tiens, des hélicos. Cool. Et là, c'est super cheapos, OK? Sérieusement, c'est gênant. Ethan et Sarah, eux, décident d'aller voir un spécialiste du subconscient. Comment t'inventes des trucs comme ça, j'en ai aucune idée, OK? Et tout ça va nous permettre de revoir l'histoire qu'on avait vue au début, les flashbacks, sauf ce coup-là, des yeux de Sarah. Bizarrement, les yeux de Sarah voient la même chose que nous, on avait vu. Et comme le dragon semble la suivre partout, ce coup-là, ben, il la suit chez le spécialiste du subconscient. Et quand tu viens de survivre à ta 3e attaque de dragon en moins de 24 heures, il n'y a rien comme aller prendre un petit déjeuner tranquille dans un resto rempli de monde, sachant que le dragon te suit partout. Le plus dur en regardant ce film-là, c'est se retenir de ne pas éclater de rire à chaque scène et à chaque décision que les protagonistes prennent. Je vais t'emmener dans un lieu sûr maintenant. On a un hélico du journal sur le toit de l'immeuble de l'autre côté de la rue. Pendant qu'ils sont au resto, Ethan décide d'aller pisser, OK? Et c'est là, dans les toilettes, qu'il va rencontrer Robert Forster. Et là, lui, il va lui expliquer que le destin de Sarah, c'est de mourir. Et le destin, c'est le destin. Après, je sais pas pourquoi ils décident de nous dire la fin du film maintenant. Mais c'est ce qu'ils viennent de faire. Où que tu l'emmènes, tu ne pourras pas empêcher son destin de s'accomplir. Sans aucune surprise, le dragon va attaquer le resto et c'est la police, ce coup-là, qui va sauver Sarah et Ethan. Quelque part devant une grotte, il y a un énorme festival de cosplay. Où est cette grotte? On ne sait pas. Qui sont ces gens? C'est des méchants, quoi. Et en moins de 30 secondes, ce film-là se transforme en Armageddon. Los Angeles fait face à l'apocalypse dragon. Je sais pas si à Los Angeles c'est parce qu'ils sont habitués, mais moi je trouve que le niveau panique présentement il est moyen. J'ai besoin de toutes les unités immeubles de la liberté. Je répète, toutes les unités. Ethan et Sarah, eux, montent sur le toit et trouvent l'hélico du poste de télé pour lequel Ethan travaille. Ils montent dans l'hélico, mais l'hélico se fait attaquer par le dragon. Une seule solution, sauter de l'hélico. Oui, je viens de dire ce que je viens de dire. On n'est pas là pour juger, hein. Maintenant, prenons une pause pour apprécier l'histoire qu'on essaie de nous raconter ici. Oui, parce que là, on va nous raconter une histoire d'hélicos et de dragons qui se battent dans Los Angeles. Est-ce que ça m'émeut de vous en parler? Un peu. Rarement est-ce qu'on a vu autant d'hélicos dans un film à Vendredi Nanor. C'est pas vrai, vous avez vu sa taille? Rarement est-ce qu'on a vu autant d'hélicos exploser dans un film à Vendredi Nanor. Et pour les fans de sulfateuses, bien sûr, il y a des hélicos, il y a donc des sulfateuses. Un jour, on se posera la question, comment est-ce que ces hélicos militaires-là se sont rendus si vite à Los Angeles? Mais pour le moment, apprécions ce qu'on nous offre. Tout d'un coup, là, il y a tellement de dragons qui se pointent là, que les hélicos savent plus où donner de la tête. C'est la guerre présentement, là. C'est exactement ce que le titre du film nous vendait. Une guerre de dragons à Los Angeles contre des hélicos, c'est juste le bonus, là. Je suis tombé sur un nid, il y en a des centaines. Donnez-moi un coup de main. Vous êtes prêts à tirer? Et aussi bien dans les airs que sur terre, les bestioles dominent. Détruit! Remettez-vous en formation, vite! Remettez-vous en formation! Là, c'est le chaos total, OK? Mais le FBI va quand même trouver Ethan et Sarah. Sauf qu'ils savent pas, eux, que le FBI veut tuer Sarah. Vous êtes du FBI! Faites-moi confiance. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Par chance, quelqu'un au FBI a une morale. Et il va dire « Non! Ne tuez pas cette jeune femme. Elle est l'espoir de la race humaine. Tu dois accomplir ton destin. » Comment ce personnage-là est arrivé à ce raisonnement-là dans ce film-là? On nous l'explique absolument pas. Mais il y avait besoin de quelqu'un pour les sauver, et il était là.
N'oubliez jamais que ce film est à la base un film coréen, donc on a le droit à un proverbe coréen. Il y a un vieux proverbe coréen qui dit « Les relations durables ne sont que le fruit du hasard ». Et sur la route vers nulle part, ils seront bien sûr attaqués par des bestioles. Après cette attaque, ils se retrouvent prisonniers du méchant dans son univers d'écran vert. À un moment donné, et je pense que c'est à cause de son pendentif, ok, Ethan conjure un énorme rayon bleu du ciel. Et maintenant, afin de sauver Sarah, il y a un autre dragon qui se pointe. Donc, on a le droit à une baston de dragon maintenant. D'un côté, le méchant dragon, de l'autre, le bon dragon. Malheureusement, c'est le méchant dragon qui va remporter le combat. Sauf que sortie de nulle part, ok, sans jamais qu'on nous ait expliqué que Sarah était capable de faire ça, elle va conjurer une boule bleue. Et cette boule bleue-là va ressusciter le dragon. Et là, je vous le dis, il faut suivre, ok? Moi, je vous explique ça du mieux que je peux. Et là, on est rendu dans l'histoire d'une boule bleue qui vient de ressusciter un dragon. Et non seulement cette boule bleue-là va ressusciter le dragon, en plus, ça va faire en sorte qu'il va se transformer en dragon encore plus puissant. Et on a ensuite le droit, bien sûr, à des dragons qui se battent encore. C'est un film de dragons, c'est normal qu'il y ait des combats de dragons. Est-ce que c'est des combats excitants? Pas vraiment, non. Mais c'est drôle. Et le gentil dragon, on va dire, finit par remporter son combat. Malheureusement, apparemment, si j'ai bien compris, la boule bleue, quand elle a conjuré ça, Sarah, ça l'a tuée. Vous l'avez dit qu'elle mourrait, hein? Ça faisait une demi-heure qu'on savait déjà qu'elle mourrait à la fin du film. Pas de surprise ici, là. Nous serons à nouveau réunis. Et ça, c'est la fin de D-War, la guerre des dragons. C'est ta destinée. D-War, la guerre des dragons. Je pense pas me tromper en disant que c'est fort probablement un des plus gros ramassis de n'importe quoi que j'ai jamais vu de ma vie. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que du n'importe quoi, j'en ai vu. Mais ici, des légendes asiatiques mélangées avec des hélicoptères qui explosent, ça, c'était la première fois. Ce film-là est nanardesque dans sa forme, bien sûr, et dans son style. Parce qu'en plus, c'est une histoire incompréhensible. J'en ai parlé durant la vidéo, mais moi, je me considère comme un adulte d'intelligence moyenne, je dirais. Et j'ai rien compris à ce film-là. T'as une idée de ce qui se passe, de ce que tu vois. Mais de là à dire que tu comprends ce qui se passe, là, faut pas exagérer non plus. Les effets numériques, bien sûr, répondent aux attentes de n'importe quel fan de nanar. Soyons justes, parfois, il y a des effets numériques qui marchent. D'autres fois, on dirait que t'es dans un film d'Asylum. Disons que c'est vachement inégal. Le jeu des acteurs est exactement ce à quoi on peut s'attendre d'acteurs américains qui jouent dans un film coréen. Ils comprennent absolument pas dans le genre de film qu'ils sont. Et j'imagine qu'à quelque part, le fait qu'on comprenne rien au film, c'est peut-être à cause que ça aurait dû être un film de 3 heures ou une trilogie, genre. Et que c'est un film d'1h28 à peu près. C'est une histoire très compliquée à raconter en si peu de temps. Donc, les moments d'exposition sont condensés et on t'envoie ça d'en face. Pas facile. Est-ce que je conseille ce film-là à des gens? Le truc, c'est qu'à un certain moment donné, ça devient tellement mauvais que c'est bon. Et c'est là où on reconnaît un nanar avec du potentiel. Tu ris de ce que tu vois, même si tu comprends pas ce que tu vois. T'assistes à un truc où le mec rajoute des couches de ridicule par-dessus d'autres couches de ridicule. Et le mec, on dirait qu'il veut toujours rajouter plus de ridicule sur le ridicule. On peut pas dire que ce mec-là avait pas une vision, quoi. Il y a apparemment un public pour ce genre de film-là parce que les Asiatiques aiment bien mélanger ce côté-là, légende et conte avec le monde moderne. Moi, j'ai vu ça comme un gros nanar qui a coûté 32 millions, quoi. Donc, si vous êtes courageux, vous pouvez vous lancer dans le visionnement de ce film-là. Et ceux qui, comme moi, rient de la stupidité, il y aura un moment dans le film où ça va tourner et vous allez commencer à rire de ce que vous voyez. Faut pas essayer de comprendre, faut juste accepter ce que c'est, quoi.
N'hésitez surtout pas à aller faire coucou à Revue le podcast, le lien est bien sûr dans la description. Si tu veux des heures et des heures de contenu exclusif, eh bien c'est sur Patreon, juste ici que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à le faire. Juste ici, à laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. Sinon, on se revoit la prochaine fois.